Chers intervenants, chers amis de la Maison Heinrich Heine, bienvenue à ce premier débat littéraire de l'année 2019 qui tournera autour de Karl Kraus et de la modernité viennoise. La publication récente de l'ouvrage de Jacques Lerider intitulé Karl Kraus, phare et brûlot de la modernité viennoise, paru au Seuil en octobre 2018, c'est ici, nous donne l'occasion d'évoquer, outre la personne de Karl Kraus, une période foisonnante et exceptionnellement féconde du point de vue intellectuel, artistique et scientifique, dont le rayonnement entre la fin du 19e siècle et les années 20 a largement dépassé les frontières de l'Empire austro-hongrois. Il suffit pour s'en convaincre d'évoquer entre autres les figures de Schnitzler, Musil, Schiele, Schönberg, Freud ou Wittgenstein. Karl Kraus a fait partie de ces personnages hors du commun. Dramaturge, poète et essayiste, il est aussi un satiriste redouté qui, dans sa revue Die Fackel, le flambeau, jette une lumière crue sur les compromissions et l'hypocrisie des milieux littéraires et politiques autrichiens. Ce personnage est loin d'être exempt d'ambiguïté, comme le montre la biographie que nous propose Jacques Lerider. Comme le dit Nicolas Weil dans Le Monde du 16 novembre 2018, je cite, « Il y a des biographies qui sont des entreprises de salubrité publique, surtout quand elles s'attachent à désembuer l'image de personnalité des mythes qu'elles ont complaisamment soufflé sur elles-mêmes. » Et il ajoute, à la fin, « Ce récit équilibré d'une vie utilement replacée dans son contexte et sa complexité nous aidera à l'aimer sans en être les dupes et à faire preuve à l'égard de Karl Kraus d'une lucidité que lui-même aurait sans doute appréciée. » Nous sommes très heureux et honorés d'accueillir ce soir Monsieur Jacques Lerider, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, qui nous présentera son impressionnant ouvrage. Je rappelle seulement quelques titres. Jacques Lerider est spécialiste de Otto Weininger, Hugo von Hofmannsthal, Sigmund Freud et Arthur Schnitzler. Et il est notamment l'auteur de Modernité viennoise et crise de l'identité, la Mitteleuropa, les Juifs viennois à la Belle Époque et les autres ouvrages dont je n'ai pas le titre exact, mais les auteurs qui y sont traités. La réplique lui sera donnée par un autre spécialiste éminent du monde autrichien, M. Gerald Stick, professeur émérite à l'université Sorbonne Nouvelle. Gerald Stick est également un spécialiste, comme nous savons, de Karl Kraus et de l'Autriche et de Musil et d'autres œuvres. Et parmi d'autres ouvrages, je cite peut-être le sien qui est le plus personnel, qui s'appelle en allemand Sein oder Schein, ou dans la version française Une nation chimérique, et c'est sa vision de l'Autriche. Et nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Olivier Guèze, journaliste et écrivain, que je remercie, comme les autres intervenants, d'avoir accepté notre invitation. Olivier Guèze était là au mois de décembre pour nous parler de ses voyages en Europe orientale. Et il a présenté d'autres de ses livres déjà ici. C'est vraiment un ami de la Maison Heinrich Heine, je peux dire. Et parmi les ouvrages qui sont connus, c'est bien sûr son dernier de l'année 2017, La disparition de Joseph Mengele, qui lui a valu le prix Renaudot et que Olivier Guèze a présenté, je ne sais pas à combien de fois, mais dans les institutions des instituts français, surtout en Allemagne, en Autriche et dans d'autres pays. Il est également aussi le scénariste du film qui était très intéressant, qu'on a présenté aussi ici, Der Staat gegen Fritz Bauer.
Et peut-être un autre ouvrage que j'aimerais citer, c'est L'impossible retour. C'est sur l'histoire des Juifs en Allemagne à partir de 1945 jusqu'à aujourd'hui. Avec ces quelques indications, sans doute pas complètes, je donne la parole à Olivier Guèze et je suis sûre qu'on aura une soirée très intéressante, peut-être contradictoire aussi un petit peu, mais en tout cas très vivante. Et et avant de passer la parole, je voulais quand même dire à tout notre public, tous mes meilleurs vœux pour cette année. Et on va se revoir, j'imagine, à d'autres événements. Bonsoir à tous, merci Christiane pour cette introduction. De mon côté, donc je suis, moi qui passe tant de temps à Vienne, 2-3 fois par an, peut-être encore plus qu'à Berlin ces dernières années, donc je suis ravi d'accueillir deux éminents spécialistes de l'Autriche, deux éminents germanistes, bien évidemment, donc Jacques Le Rider à ma gauche, Gerald Stieg à ma droite, qui sont également, et c'est la raison pour laquelle ils sont là ce soir, spécialistes d'une figure mythique de la culture européenne du XXe siècle, Karl Kraus, phare et brûlot de la modernité viennoise, pour reprendre le titre de la biographie que Jacques Le Rider vient de consacrer à l'intellectuel autrichien. Alors ce soir, c'est assez simple. En fait, on va essayer de comprendre qui était Karl Kraus, qui était cet homme universel, démoniaque et inhumain, selon Walter Benjamin. J'ai retrouvé ça dans la biographie de Jacques Le Rider. Cet homme ô combien paradoxal et protéiforme, à la fois réactionnaire et révolutionnaire, à la fois libéral et ultra-conservateur, à la fois insupportable, génial et narcissique, ce provocateur enragé qui anima la scène culturelle viennoise, mais pas seulement, pendant 40 ans, jusqu'à sa mort en 1936. Alors avant de nous attaquer à Karl Kraus, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qu'on a appelé la modernité viennoise et dont Kraus est l'un des plus éminents représentants. Et d'abord, à tous les deux, j'aimerais savoir pourquoi cette modernité vous a tellement fasciné. Vous y avez consacré une bonne partie de votre vie professionnelle. Et comment chacun d'entre vous pourrait définir ce qu'on a appelé donc cette modernité viennoise. Qui veut commencer ? Merci de votre introduction. En fait, cette modernité viennoise, j'y suis venu par le hasard des travaux successifs du débutant germaniste que j'étais au début des années 1980. J'ai d'abord travaillé sur le romancier Doderer, c'était mon sujet de ce qu'on appellerait aujourd'hui le master. Et puis ensuite, j'ai consacré ma première thèse à Otto Weininger. Et c'est par Otto Weininger que j'ai découvert ce personnage que je connaissais à l'époque très peu, de Karl Kraus, puisque c'est à Karl Kraus qu'on doit la présence éminente de Weininger dans l'histoire culturelle et intellectuelle viennoise et européenne, en fait. Et depuis, je suis constamment revenu à Karl Kraus, mais toujours avec une sorte de crainte, parce que le corpus krausien est immense, d'une lecture difficile, parce que l'érudition de la Karl Kraus Forschung est elle aussi océanique, et que entrer de façon scientifiquement digne dans la matière krausienne n'est pas une chose facile. Il y a eu aussi
des moments où je me suis peut-être fourvoyé dans de premières approches que j'ai ensuite corrigées autour de l'identité juive de Karl Kraus, qui est si complexe, si difficile à suivre, et qui aujourd'hui encore ne cesse de me poser des questions. Et puis il y a eu aussi quelques rencontres, et je voudrais, puisque j'y pense ce soir, rendre hommage à une rencontre que j'ai faite lorsque j'étais visiting professor à l'université de Washington à Seattle, à l'époque invité par le célèbre comparatiste Ernst Beller. J'ai rencontré à l'époque Edward Timms, qui était lui aussi professeur invité à Seattle en même temps que moi, et nous avons beaucoup parlé de Karl Kraus, qu'il connaissait, lui, en véritable érudit, alors que moi j'étais encore très extérieur à la chose. Or, Edward Timms a disparu en novembre dernier, et je voudrais profiter de l'occasion pour lui rendre hommage et pour redire à tous ceux qui en douteraient encore que les 2 tomes monumentaux de la monographie d'Edward Timms sur Karl Kraus sont vraiment la Bible, avec laquelle on peut bien sûr toujours discuter. Il n'y a pas de dogmatisme auquel la Kraus-Forschung devrait se soumettre, mais j'ai eu l'occasion au cours de ce travail sur Karl Kraus de revenir constamment à l'ouvrage de Timms, et c'est de loin le plus complet, le plus érudit, le plus verlässlich à tous égards, même si on peut observer, et on y reviendra dans le débat, que l'approche de Timms contribue à une sorte de malentendu dans la mesure où elle nous présente Karl Kraus comme un personnage quasi politique, parce qu'impliqué aux premières loges dans la vie politique de l'Autriche du début du XXe siècle et de la période d'avant-guerre jusqu'à la Première Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres. Or, cette perspective brouille un peu l'approche, et j'ai voulu, pour ma part, revenir à une approche de Karl Kraus, écrivain, auteur de très très grands chefs-d'œuvre, dans le principal et les derniers jours de l'humanité, et aussi virtuose de la langue allemande et auteur des plus beaux et des plus étincelants et des plus drôles et des plus profonds aphorismes de langue allemande au XXe siècle. Et vous alors, Gerald Stig, la modernité viennoise, et alors on n'a pas défini encore ce qu'était la modernité viennoise. On n'a pas défini. Non. Et par rapport à Jacques Derrida, qui est un homme des capitales, Paris et Vienne, je suis le Mann vom Lande. Donc je viens de la province, et j'ai découvert Troisième nuit de Walpurgis de Karl Kraus, il y a exactement 60 ans, dans une bibliothèque du collège des Jésuites à Innsbruck. Et je peux dire aujourd'hui que c'était le choc de ma vie. Là, c'était la lecture qui a déterminé ma vie. Et finalement, ma vie avait... Karl Kraus m'a accompagné sans arrêt. J'ai fait mon master sur Karl Kraus, j'ai fait ma thèse française à la Sorbonne sur Karl Kraus. Je me suis habilité avec Jean-Marie Valentin sur Karl Kraus. C'est pas fini. Et j'ai eu la chance de
faire la connaissance de trois personnes qui étaient en contact personnel avec Karl Kraus, ou qui étaient sous l'influence, sous l'emprise de Karl Kraus. C'était Ludwig von Viecke, l'éditeur du Brenn à Innsbruck. Et d'ailleurs, dans le livre de Jacques Le Rider, il est question de cette revue qui a organisé en 1913 une enquête sur Karl Kraus, parce qu'il y a eu donc des attaques antisémites contre lui. Et dans cette enquête, il y a des jugements peut-être les plus extraordinaires, les plus invraisemblables sur le personnage. Vous trouvez Kokoschka, Karl Kraus est descendu en enfer pour juger les vivants et les morts, par exemple. Ou Adolf Loos, évidemment, Kraus se tient au seuil du jugement dernier. Je reviendrai après sur le problème du jugement tribunal dans la Fackel. Mais il y a aussi le célèbre poème de Georg Trakl, Karl Kraus, grand prêtre de la vérité, et ainsi de suite. Donc, et des témoignages de Wedekind, de Schönberg, de Berg, etc., de Broch, en faveur de Karl Kraus. Donc en 1913, il était déjà quelque chose au-dessus du normal, c'est-à-dire une forme de divinisation. Donc j'ai eu contact avec un témoin, un imitateur dans une certaine mesure, parce que la revue d'Abrena, ça veut dire et le col des Alpes et imitation de la Fackel. Et puis j'ai fait la connaissance de Werner Kraft, premier grand auteur d'une biographie de Kraus, je pense en 1958 à peu près, qui vivait à Jérusalem. Je pense qu'on viendra certainement à ce problème. Werner Kraft était le krausien absolu. Absolu, Kraus n'était pas, c'était intouchable. Une critique à Kraus, c'était inconcevable. Et Werner Kraft avait une particularité, il vivait à Jérusalem depuis 1934. C'était un ami très proche de Walter Benjamin. Et il a refusé d'apprendre l'anglais, mais il a surtout refusé d'apprendre l'hébreu. Il vivait donc en écrivain allemand à Jérusalem, et il m'a toujours expliqué, dans la correspondance que j'ai eue avec lui, et dans les discussion à Paris avec lui, unsere Sprache ist die deutsche Sprache. Ce n'est pas le seul, sûrement pas le seul, mais pour lui, Israël aurait dû adopter l'allemand comme langue nationale. Voilà. Et troisième témoignage, pas le moindre, évidemment, Elias Canetti. Avec Elias Canetti, j'ai pendant plus de 20 ans donc eu une correspondance et une discussion permanente sur Karl Kraus. Je pense qu'on va revenir sur le cas de Canetti parce que personne ne veut répondre à ma question sur la modernité viennoise, visiblement. Ouais. Aucun des deux, chacun part dans son... La question de la modernité viennoise, effectivement, c'est que Kraus est dans cette affaire-là celui qui, je dirais, c'est le anti-moderne par définition. Il s'oppose pratiquement à tous ceux que nous connaissons normalement comme les phares de la modernité viennoise. Il s'oppose radicalement, hostilement à la psychanalyse, par exemple. Il est un ennemi pratiquement de tous les écrivains qui comptent. Schnitzler ne compte pas pour lui. Hofmannsthal, Reinhardt. C'est-à-dire la modernité viennoise, c'est son... Je pense que Bourdieu l'a très très bien vu. Karl Kraus a créé à Vienne un champ à l'intérieur du champ. C'est-à-dire le champ Karl Kraus contre tous les autres champs. Et il vit strictement dans l'opposition. Je me trompe peut-être, mais c'est mon sentiment là-dessus. Et je pense que des mes trois témoins, donc que ce soit Viecke, que ce soit Kraft, que ce soit Canetti, montrent assez clairement que la position de Karl Kraus n'est pas une position à l'intérieur du champ habituel de la modernité viennoise. Oui, c'est vrai que c'est une question très délicate. En fait, ça fait partie des mythes. On parlait tout à l'heure des mythes qui entourent Karl Kraus.
que j'ai voulu un peu remettre en question. Bien sûr, il est contre. Il se construit avec une sorte d'agressivité qui est dans sa nature, comme une contre-culture à lui tout seul. Mais en même temps, il est le contemporain immédiat. On ne se lasse pas de rappeler qu'il est né en 1874, la même année que Hofmannsthal, et qu'ils ont passé leur bac ensemble dans 2 lycées voisins, Karl Kraus au Franz-Joseph-Gymnasium et Hofmannsthal à l'Akademisches Gymnasium, de part et d'autre du Ring. Et certains éléments méritent d'être interrogés. Par exemple, à mon avis, on a tort de situer systématiquement Karl Kraus hors champ de la modernité viennoise, parce que beaucoup de considérations sur la langue, la critique de la langue, le culte de la langue, la conscience d'une crise culturelle portant sur la langue en crise de sens et en crise d'usage, c'est au fond le thème par excellence de la modernité viennoise. Et je trouve qu'on gagne, au fond, pas mal de perspectives à situer Karl Kraus dans ce contexte-là et à ne pas le situer sur une autre planète. C'est une illusion qui a conduit même certains éminents spécialistes de cette période à parler d'une deuxième modernité viennoise qui aurait été celle de Karl Kraus et qui aurait été en rupture avec la première. En fait, c'est chronologiquement, historiquement inexact. Karl Kraus est vraiment le contemporain parfait de la modernité viennoise. Et puis, c'est sur le fond aussi un peu, je dirais, une erreur d'appréciation de vouloir à tout prix situer Karl Kraus à l'écart de la modernité viennoise. Contre, d'accord, mais tout est contre chez Karl Kraus. Je voudrais qu'on m'explique sur quel point Karl Kraus n'a pas été contre, qu'il ait été contre la modernité viennoise n'est pas en soi une surprise. Et en fait, on sait bien que être contre ne veut pas dire qu'on soit différent. Simplement, dans la contradiction, il y a aussi une forme de mimésis combative, de mimésis polémique. J'imagine bien sûr que vous voulez réagir. Je reprends Werner Kraft, qui a publié un petit livre qui s'appelle Das Ja des Neinsagers. Le oui de celui qui dit toujours non, qui est toujours contre. Il y a quand même un petit secteur, non pas un grand secteur, où Karl Kraus est absolument pour. Il n'est pas seulement contre. Mais je pense on peut se mettre d'accord sur ce phénomène. Il est contre et il crée son contre-champ à l'intérieur, mais il ne peut pas exister évidemment en dehors du champ. C'est-à-dire, il en a besoin. Il en a besoin. Il existe une petite satire de lui qui s'appelle Die Welt ohne Blatt, le monde sans journal. Donc, où il fête un jour, il y a une grève, ce qui était rare en Autriche plutôt, il y a une grève des journaux. Donc, il fête cette journée comme une fête extraordinaire, donc un jour férié, en quelque sorte, enfin. Et Jacques a tout à fait raison de dire que, évidemment, Karl Kraus se nourrit du journal.
Il se nourrit de la presse. Sans la presse, il n'existerait pas. Ça, c'est évident. C'est évident. Et le contre, pour moi, alors, donc, cette opposition ne veut pas dire qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Il est au centre. Et il y a cette histoire de la deuxième modernité, et là, quand même, quelque chose de réel aussi, parce que la deuxième modernité, ce serait, grosso modo, en musique, Schönberg, Berg, Webern, contre la tradition, déjà contre Mahler. Et ce genre d'opposition, effectivement, Krauss les exacerbe. Surestimé, parce que personnellement je vois aussi des continuités très fortes entre l'école de Schönberg et Mahler, et je voudrais, pour montrer à quel point ces partages de territoire, ces frontières, ces limites sont quelquefois un peu illusoires, prendre le cas de Peter Altenberg. Face à Peter Altenberg, Karl Kraus a toujours adopté une attitude extrêmement possessive. Il voulait absolument avoir été le découvreur, le mécène, le promoteur de Peter Altenberg. Mais en fait, Peter Altenberg était déjà très apprécié, reconnu par Hofmannsthal, par Schnitzler, et donc dire que, comme le fait Werner Kraft, Peter Altenberg est un habitant de la planète Krauss qui n'aurait eu aucun contact avec la planète modernité viennoise. Bon, on a beaucoup de respect pour Werner Kraft, qui est une très grande figure historique de la Krauss-Forschung, mais c'est tout simplement une exagération. Là, simplement, Karl Kraus était très possessif. Voilà, et à partir du moment où il avait jeter son dévolu sur un auteur, il fallait que cet auteur soit entièrement de son côté, de son parti, ce qui n'a pas toujours été facile. Par exemple, avec Wedekind, pour qui Karl Kraus a beaucoup fait, avec cette représentation de la boîte de Pandore à Vienne. Je crois que c'était en 1908, si ma mémoire est bonne. Il a vraiment beaucoup influencé la carrière brillante de Frank Wedekind. Mais d'un autre côté, Wedekind avait aussi d'autres contacts, d'autres intérêts, et à plusieurs reprises, on voit Wedekind presque furieux du côté possessif et de Karl Kraus, en particulier lorsque Karl Kraus déboule à Berlin dans le cercle du Sturm de Herwart Walden et se fâche par exemple avec Alfred Kerr. Bon, on peut se fâcher avec Alfred Kerr, pas de problème, mais il se trouve que Wedekind était en excellents termes avec Alfred Kerr et n'avait aucune envie de s'aliéner à un éminent critique théâtral berlinois comme Alfred Kerr. Et il y a dans la correspondance entre Wedekind et Kraus des passages un peu orageux où Wedekind lui dit en toute franchise, écoutez, là, vous allez un peu loin quand même. Je vais pas me fâcher avec Alfred Kerr pour vos beaux yeux, etc. Donc, voilà. Disons que ces limites existent, mais il ne faut pas non plus les grossir. Elles font partie un peu du mythe krausien. Alors, par rapport aux jeunes... Est-ce que vous pouvez juste éteindre ? Merci. Par rapport au jeune Kraus, à la lecture de votre biographie, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'incroyable violence de ses écrits, très jeunes.
et son exceptionnelle propension à se faire des ennemis. On a parlé de ses contemporains de la jeune Vienne, comme Hofmannsthal ou Schnitzler, qui est un petit peu plus vieux, mais pas beaucoup plus. Lorsqu'il attaque aussi des journalistes de sa génération, ou un peu plus âgés, comme Theodor Herzl de la Neue Freie Presse, qui est son meilleur ennemi, un véritable punching ball de Karl Kraus pendant des décennies. Et la question que je me suis posée, ce jeune homme donc d'une vingtaine d'années, à la fin des années 1890 à Vienne, pourquoi est-ce qu'il a tellement d'acrimonie? Pourquoi il a tellement de haine, tellement de violence? Est-ce que c'est une violence sincère ou est-ce que c'est une espèce de stratégie pour exister vis-à-vis de certains qui l'avaient tout de même rejeté, en tout cas pas traité comme lui le souhaitait? En gros, le jeune Karl Kraus de 25 ans, juste avant le début du XXe siècle, quel est son moteur? Elle aussi importante et complexe. En fait, tout vient du fait que Karl Kraus arrive à l'âge de 3 ans avec sa famille de Jičín en Bohême. Certes, il ne s'agit pas d'une immigration juive d'Europe de l'Est, loin de là. Jakob Kraus, le père, est un industriel et un commerçant qui a brillamment réussi dans les affaires, et sa venue à Vienne ne relève pas du tout de l'immigration économique, elle relève de la réussite sociale et professionnelle. Il reste que Karl Kraus aura, pendant toutes les années de lycéen et de jeune homme, y compris dans les moments de la fondation de sa revue en avril 1899, un complexe un peu de provincial qui se sent snobé par le milieu des grands patriciens que sont Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Richard Baer Hoffmann, viennois de vieille souche, Hofmannsthal baronisé, Schnitzler fils d'un grand professeur de la faculté de médecine, Baer Hoffmann fils aussi adoptif de Hoffmann, mais d'une grande famille riche et cultivée, et il y a chez Karl Kraus une sorte d'acrimonie instinctive. Il se sent extérieur à tout cela. Il se sent aussi extérieur au personnage, au style de Theodor Herzl, le grand patron du feuilleton de la Neue Freie Presse, et comme chacun sait, le fondateur du mouvement sioniste. Alors ça, c'est l'élément, je dirais, personnel, subjectif de Karl Kraus. Il se sent extérieur à ce monde-là. Il y a chez lui, en effet, une antipathie, une espèce de ressentiment contre ce qu'il ressent comme ces grands snobs prétentieux. Mais il y a aussi ce génie krausien qui consiste à s'intégrer par la rupture. C'est une stratégie extraordinaire. Il s'intègre par la rupture, c'est rare, parce que c'est extrêmement risqué. Et ce qui fascine en ce début de carrière de Karl Kraus durant cette période où se succèdent en rafale les pamphlets les plus agressifs, 1897, la littérature démolie, 1898, une couronne pour Sion, et 1899, fondation de Die Fackel, qui commence par une charge extrêmement violente contre les feuilletonistes de la Neue Freie Presse. Il y a une rupture successive avec, je dirais, tout l'establishment culturel de Vienne. Rupture avec la jeune Vienne qui est déjà
devenu une sorte d'institution, rupture avec, je dirais, la bourgeoisie juive viennoise, parce que bien sûr, les bourgeois juifs viennois ne sont pas tous sionistes, mais ils détestent qu'on fasse des vagues. Ils détestent qu'on mette la question juive et en particulier la question sioniste comme ça, qu'on la prenne pour thème d'un pamphlet polémique. Ça déplaît autant à l'establishment qu'aux jeunes sionistes. Donc il se fâche avec ce milieu-là qui est le sien, car enfin il appartient lui aussi à la bourgeoisie juive. Donc il se met à l'écart du milieu littéraire, à l'écart du milieu de la bourgeoisie juive, et pour couronner le tout, il se fâche avec les papes de la presse viennoise. Et en particulier avec Moritz Benedict, qui, sur le conseil de Maximilian Harden, qui a remarqué Karl Kraus, était sur le point de lui proposer un poste extrêmement brillant de feuilleton rédacteur dans la Neue Freie Presse, et à qui Karl Kraus répond de la manière la plus insolente et la plus agressive en lui disant je n'ai rien à faire avec cette minable littérature feuilletoniste comme on l'imprime dans la Neue Freie Presse. Donc imaginez cette prise de risque extraordinaire. S'il s'était cassé la figure, il perdait tout. Il n'avait plus qu'à plier bagage et à retourner à Yitchin peut-être. En tout cas, sa carrière viennoise était terminée. Mais en revanche, par ce triple coup d'éclat, il y avait la possibilité pour lui d'accumuler un capital symbolique extraordinaire. Et il y parvient. Et il y parvient d'un seul coup, lui qui n'a aucune œuvre, rien, il n'a rien fait que des pamphlets polémiques. Il n'a pas écrit une pièce de théâtre, il n'a pas publié un poème, il a à son actif quelques articles de critique théâtrale et de critique littéraire, mais comparé à Hofmannsthal, comparé à Schnitzler, mais c'est rien. Eh bien, il arrive d'un seul coup, tout jeune qu'il est, à compter autant et plus qu'eux, et du coup, cette stratégie de la rupture si périlleuse, cette prise de risque énorme, se transforme chez lui en un gain maximum. Pratiquement, dès 1899, il est sur la sellette, il est celui dont on parle, celui qui attire l'attention, et comme il a un talent immense, son œuvre va suivre. Mais vous voyez, c'est quand même une histoire extraordinaire que celle de Karl Kraus, qui réussit à se lancer, si j'ose dire, comme un auteur sans œuvre. Car au moment où Karl Kraus commence, si on le compare à tous ceux qu'il prend pour tête de Turc, il n'est rien. Et d'un seul coup, il devient le plus brillant, le plus renommé, le plus en vue de tout ce groupe. Alors, il faut préciser aussi que Karl Kraus n'avait pas besoin d'argent pour vivre. Il avait une rente, ce qui lui permettait d'assurer son indépendance, ce qui peut aussi aider pour rompre avec tout le monde. Monsieur Stig, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Évidemment,
Mais il y a encore autre chose. On n'est pas les premiers à se poser cette question du pourquoi de la création de la facle et de cette position. Alors, vous savez que dans un premier temps, Krauss était très apprécié de Freud et des psychanalystes. On avait l'impression d'avoir une espèce de parallèle action entre la psychanalyse d'un côté et la facle de l'autre côté. La facle comme une espèce de psychanalyse sociale, hein, de la corruption, des maux de la société, etc. Et Freud a même considéré, la correspondance existe, Krauss comme un complice, comme quelqu'un sur qui il pouvait compter pour se faire défendre. Bon, il y a eu une rupture énorme, entre autres, parce que, évidemment, les psychanalystes se sont posé cette question-là. Comment devient-on Karl Kraus? Alors, quelle est la raison? Alors, tout le monde ici sait quelle est la raison. C'est le complexe d'Édipe. Donc, il faut chercher les complexes d'Édipe. Et c'est un des collaborateurs les plus en vue de la facle, Fritz Wittels, qui a lancé donc dans la Mittwochsgesellschaft donc une analyse de Karl Kraus en présence de toutes les têtes de la société psychanalytique de Vienne, de Freud lui-même, et il a proposé la solution suivante. Karl Kraus est en révolte avec son père qui s'appelle Jakob Kraus. Ça veut dire en latin Benedictus. Le rédacteur en chef de la Neuen Freien Presse s'appelle Benedikt. Donc il y a un transfert du père de Jakob Kraus sur Benedikt, et ce Benedikt devient effectivement donc, la figure la plus épouvantable, évidemment, de la facle pendant très longtemps. Il finit, dans les derniers jours de l'humanité, sous forme de Herr der Hyänen, le seigneur des hyènes. C'est finalement lui le responsable du massacre de la Première Guerre mondiale. Alors, donc, cette explication, en plus, Wittels va très très loin. C'est très intéressant comme c'est documenté. Il dit, en plus, B, Benedikt, la lettre B, qui vient donc de Jakob Benedikt, on la retrouve chez les ennemis Hermann Bauer, Benedikt. Donc, il y a le B partout. Alors, il y a ce genre de choses qui se passe effectivement dans le plus grand sérieux, et Freud n'a même pas réagi à ça correctement. C'est-à-dire il a laissé faire en quelque sorte. Il faut dire que heureusement que Krauss n'était pas au courant de cette farce qu'on avait faite sur la naissance de l'opposé, si vous voulez, de la naissance effectivement du créateur de la facle, qui avait dans la première facle comme devise, contrairement à ce que fait la presse qui apporte, bringt die Informationen, bringt, nicht was wir bringen, ist unsere Devise, sondern was wir umbringen. Alors, dès le départ, il y a effectivement une espèce de poussée ce que nous tuons, une poussée meurtrière. Et j'aimerais bien revenir ici un tout petit peu sur Canetti. Vous avez peut-être constaté que les auteurs très influencés par Karl Kraus, comme Benjamin, Canetti, Brecht, Adorno, insistent fondamentalement sur le fait que die Fackel est un tribunal. Que Karl Kraus est quelqu'un qui agit comme une loi suprême et qui a réussi effectivement, c'est une réussite absolument extraordinaire. Il a réussi, c'est-à-dire, Michael Pollack a fait un très joli article sur comment devient-on le juge suprême de la vie intellectuelle à Vienne. C'est en créant un espace qui est inattaquable, et c'est un espace littéralement judiciaire. Pour Benjamin dit, tout chez Kraus, dès le départ, se passe dans la sphère juridique. Le premier article de Canetti, Warum ich nicht wie Karl Kraus schreibe, commence par war ein Gesetz, das glühte, la loi ardente.
Brecht, moins métaphysique, il dit, pour être comme Karl Kraus, il faut créer un espace inattaquable, un espace qui est hors-genre, c'est-à-dire qui permet le jugement. Et ça, je cite comme dernier, donc Adorno, et ça devient presque d'actualité, Adorno en 1965, lors de la réédition de Sittlichkeit und Kriminalität, dit, bon, dans un célèbre article dans le Spiegel, bon, Kraus nous fournit les arguments, les outils juridiques pour combattre enfin les paragraphes contre l'homosexualité et l'avortement. C'est un domaine extrêmement important qui est lié à la justice, et des articles sur la justice sexuelle à Vienne sont innombrables dans la première partie de la fac. Donc il y a dès le départ une position de juge suprême, et ça devient, dans un premier temps, on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'occupe essentiellement de la corruption économique. Il attaque d'ailleurs le père de Wittgenstein, aux corruptions économiques. Et après, donc beaucoup dans le domaine évidemment de la justice sexuelle, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et finalement, ça devient presque métaphysique, parce que les derniers Jeux de l'humanité, c'est un tribunal. D'ailleurs, il y a un grand article parallèle qui s'appelle Weltgericht, tribunal. Donc Kraus devient carrément une espèce d'instance divine qui donne le droit, qui surveille le droit. Et je crois que c'est un aspect qu'il faut ajouter à ce que dit Jacques, c'est-à-dire cette forme, cette obsession du droit. D'ailleurs maintenant, donc la recherche krausienne à Vienne s'attaque à cette affaire. La vie de la fac est accompagnée de milliers de procès réels. Une bonne partie des polémiques se transforment en procès devant la justice. Et c'est le cas contre Kerr, c'est le cas contre Harden. C'est-à-dire le domaine du droit, c'est vraiment son domaine. Il y a des procès actes, c'est absolument c'est faramineux. Et je dirais même, en ce qui concerne le style tout à fait extraordinaire de Karl Kraus, ce qui frappe le plus, à mon avis, c'est quand même une précision extrême. Et cette précision extrême, elle vient aussi de l'argumentation juridique. C'est-à-dire, point par point, argumentation logique, etc. Donc, pour compléter notre affaire, et je pense qu'effectivement, il faut parler de cette farce psychanalytique qui, finalement, évidemment, a fait de Karl Kraus un adversaire redoutable de la psychanalyse. Je vous cite jugement de Freud, un Philistin, c'est Alfred Adler qui appelle Karl Kraus ein wild gewordener Spießbürger, un Philistin déchaîné. Pour Freud, c'est une bête féroce. Alors, je vous cite. Il écrit à Ferenczi, vous connaissez la vanité et l'indiscipline démesurée de cette bête féroce. Die wilde Bestie. Alors, comme on n'a pas 3 jours de congrès sur Karl Kraus, j'aimerais qu'on aborde un thème très très important qui, j'imagine, a dû faire l'objet de dizaines et de dizaines de colloques. C'est évidemment la question juive de Karl Kraus. Donc, il est né dans une famille juive, on l'a dit, dans une famille en Bohème, montée à Vienne. Et donc, le jeune Kraus est non seulement anti-Dreyfusard, il s'engage vraiment contre Dreyfus. Ensuite, dans la plupart de ses articles, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, et ça se poursuit très longtemps, trop longtemps, il a vraiment recours quasiment à tous les clichés antisémites de son temps. Il parle de boursicoteurs, de capitalistes, de presse juive,
Il est aussi contre la psychanalyse parce qu'il l'associe à une certaine tradition juive. Dans le Flambeau, donc dans Die Fackel, il va publier un certain nombre d'antisémites, et parmi les plus acharnés de son époque, je citerai simplement Houston Chamberlain. Il signe aussi un brûlot contre Heinrich Heine, à qui il reproche le jargon, et lorsqu'on reproche à un auteur à l'époque son jargon, c'est parce qu'en fait il ne parlerait pas, il n'écrirait pas bien allemand, mais son allemand serait teinté de mots juifs, d'une certaine tradition juive, etc., etc. Il y a des dizaines d'exemples dans ce livre. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer une telle haine de soi ? Qu'est-ce qui motive Krauss vis-à-vis de sa question juive ? Et est-ce qu'on peut parler d'antisémitisme à propos de Karl Kraus ? Vous avez chacun 10 minutes. Donc la question est à nouveau très délicate. C'est certainement la question sur laquelle personnellement j'ai le plus évolué au cours de mes travaux sur Krauss et sur les Juifs viennois. J'évite de parler de Jüdischer Selbsthass parce qu'en fait, il y a chez Karl Kraus un narcissisme si puissant que cette haine de soi n'a aucun sens. Il est plutôt un cas d'amour de soi sans limite et pas de haine de soi. Et c'est cet amour de soi qui lui donne cette assurance, cette sécurité, cet aplomb formidable qui lui permet d'essuyer un feu continu d'insultes et d'outrages antisémites qui se déversent sur lui depuis le tout début de sa carrière et qui vient aussi du milieu juif lui-même, car l'accusation de haine de soi, de renégat, etc., le poursuit depuis le tout début. En fait, mon point de vue est que tout simplement, Karl Kraus croit très profondément à l'assimilation, à ce que Gershom Scholem considérait comme une chimère, à savoir la symbiose judéo-juive. Il y croit très profondément. Il pense que la voie de l'avenir pour les Juifs allemands et autrichiens, c'est l'intégration, l'acculturation, l'assimilation complète. Il considère donc que l'antisémitisme s'éteindra de lui-même à partir du moment où les Juifs seront parfaitement intégrés, et il est certain que Karl Kraus a gravement sous-estimé le danger de l'antisémitisme et que c'est certainement une des limites les plus préoccupantes de cette lucidité quasi surhumaine que ses admirateurs lui prêtent. Eh bien non. Sur beaucoup de points, Karl Kraus n'a pas eu une appréciation vraiment pertinente de la situation de la société où il vivait, et c'est ce qui explique. C'est aussi, si vous voulez, c'est bien beau de parler du tribunal krausien et de la précision extraordinaire de son usage des mots. Mais alors, comment expliquer qu'il se laisse aller comme ça à recycler constamment ces éléments de langage, comme on dirait aujourd'hui, qui relèvent de l'antisémitisme? Il suffit pas parce que vous dites 2 ou 3
chose désagréable à propos des Juifs, ça ne suffit pas pour vous étiqueter antisémite. Mais pourquoi a-t-il constamment tenu à dire, par exemple, que Bénédicte est un juif et que la Neue Freie Presse est une presse juive? C'est tout bonnement absurde, ça n'a aucun sens. Et c'est historiquement très malheureux, très maladroit, très déplacé. Et évidemment, Karl Kraus évolue, il devient plus prudent, il prend conscience de la gravité de la chose, mais jusqu'au bout, il reste d'une étonnante candeur face à la question juive et face à l'antisémitisme, à force de considérer que tout cela relève de la bêtise, de la vulgarité, de la sottise, il finit par oublier que l'antisémitisme est devenu le code culturel de sa société et qu'il est très dangereux de jouer avec le feu. Et donc, je crois que cet excès de confiance dans le projet moderne de l'intégration par l'assimilation et l'acculturation au sein de la Bildung allemande l'a un peu anesthésié face à des dangers auxquels certains de ses contemporains étaient beaucoup plus sensibles. Cela dit, je pense que on ne peut pas, c'est aussi un des problèmes de la Kraus-Forschung, c'est qu'on est toujours tenté chez Karl Kraus, quand on parle de Karl Kraus, de proférer des jugements que j'appellerais substantialistes. Karl Kraus c'est ceci, c'est cela. Personnellement, sans doute aussi parce que j'ai adopté le mode d'exposé historique et biographique, j'ai vu aussi de très profondes mutations, de véritables métamorphoses chez Karl Kraus, qui font qu'en réalité, il est difficile de se prononcer définitivement et brièvement sur Karl Kraus. Moi, je demande à chaque fois de quelle période parlez-vous, de quel texte, de quel contexte. À chaque fois, la question se pose un peu différemment. Mais sur le fond, c'est vrai que personnellement, je pense que c'est une des limites les plus difficilement surmontables de mon culte personnel de Karl Kraus, qui m'empêchera justement de céder à un quelconque culte de Karl Kraus. Comment peut-on parler de justice quand on est aussi injuste? Alors, le Weltgericht, dont il a été question tout à l'heure, c'est le jugement dernier, c'est pas un tribunal civil, c'est pas un tribunal humain. La justice krausienne, lorsque Kraus se pose en prophète, n'est pas une justice humaine. Et c'est pour ça que dans le texte de Benjamin, il y a aussi cet inhumain. Et c'est une justice qui, quelquefois, est terriblement injuste. Et si vous regardez la série des jugements définitifs, la série des têtes qui ont roulé dans le panier de la guillotine de Karl Kraus, vous êtes effarés. Les meilleurs de son temps y sont passés à quelques rares exceptions près. Donc, personnellement, je crois qu'il y a des figures de
de juge suprême, mais qu'il ne faut pas confondre jugement dernier et justice. C'est quelque chose de très différent. Il y a, pour ma part, je dirais même une sorte d'incompatibilité fondamentale entre un tempérament polémique, agressif, comme celui de Karl Kraus, et un esprit de juge qui serait vraiment épris de justice. Que diriez-vous d'un juge polémique ? C'est une sorte d'oxymorone. Un juge n'est pas polémique, ou alors il n'est pas un juge. Vous n'allez pas confier la présidence d'un tribunal à un polémiste. Donc, voyez combien tout cela est compliqué et combien on peut discuter à l'infini sur ces thèmes. Il y a toujours du pour et du contre. Par exemple, tout à l'heure, il était question des relations de Karl Kraus avec la psychanalyse. Et personnellement, comme je suis un grand admirateur de Freud, que j'aime Freud autant que Karl Kraus et que je l'admire tout autant, je ne peux pas laisser dire que Karl Kraus, que Freud aurait laissé parler Fritz Wittels, car si on lit attentivement les minutes de cette société psychanalytique de Vienne, on voit que Freud était horrifié par le simplisme, le schématisme de Wittels, et il le dit dans son intervention dans ce cercle, que bien sûr il y avait beaucoup d'éléments intéressants dans la contribution de Fritz Wittels, mais que Freud ne peut pas le suivre. Freud n'accepte pas ce que l'américain Thomas Sass a appelé le psycho-assassinat de Wittels contre Karl Kraus. Entre justice et polémique, il y a la même différence qu'entre psychanalyse et polémique. Le psychanalyste n'est pas un polémiste, ou alors c'est un faux psychanalyste. Et je pense que Wittels a fait beaucoup de mal par les malentendus qu'il a créés entre Karl Kraus et Freud. Et je pense que, bien sûr, il y avait aussi Alfred Adler. Vous savez qu'Alfred Adler a eu aussi d'autres raisons de se fâcher avec Freud. Je crois réellement que Freud était très sensible au génie krausien. N'oublions pas que dans le mot d'esprit, il cite Karl Kraus 2 fois et de manière totalement admirative comme un des génies du Witz. Et qu'il a été sincèrement désolé de cette rupture et vraiment offusqué par la manière dont Wittels usait et abusait de la méthode psychanalytique pour régler ses comptes avec Karl Kraus. Monsieur Lorraine, je vous interromps, j'aimerais qu'on revienne à la question de la judéité et du rapport de Kraus à sa propre identité. D'accord. D'abord, quand même, une réponse à des dernières remarques. Freud écrit donc à Ferenczi, le Fackel Kraus a lancé quelques missiles stupides de son esprit contre la psychanalyse. C'est un imbécile fou furieux, un acteur très doué, ce qui lui permet de mimer l'intelligence et l'indignation. Et il ajoute que interdiction de parler désormais de Karl Kraus. C'est terminé. Il y a une espèce de Totschweigegebot, mais ça c'est...
on n'a pas le temps ici de creuser ces problèmes. Alors, la question de la judaïté, il faut bien dire qu'il n'y a rien de plus difficile, déroutant pour moi. Je répondrai d'abord par l'effet de ma première lecture. Troisième nuit de Walpurgis, à l'âge de 18 ans. C'est le texte qui m'a définitivement, je pense que, vacciné contre mon propre environnement intellectuel, familial, etc., qui était en Autriche à cette époque-là, cet mélange curieux de catholico-national-socialiste. Donc, c'est étonnant, je n'ai jamais eu l'impression qu'il y avait de l'antisémitisme chez Karl Kraus. Je me suis posé évidemment des questions. Vous avez cette impression, l'impression, effectivement, il y a réellement. Voilà. Pareil, c'est-à-dire Benjamin Canetti, Adorno et beaucoup d'autres, ils critiquent éventuellement Karl Kraus, bien selon, mais la question de l'antisémitisme ou de la haine de soi juif n'apparaît nulle part. Je pense que c'est un problème qui... ça m'échappe. J'ai l'impression que je n'ai pas vraiment le droit de parler de ce problème. Mais je constate alors, effectivement un problème, une espèce de oxymoron, comme tu dis. Hein. C'est-à-dire un auteur qui est considéré par son environnement et surtout par ses adversaires comme juif, qui subit dès le départ jusqu'à la fin des insultes, des menaces antisémites terribles. Hein, tu les connais, tout ce qu'il a encaissé, hein, notamment évidemment l'attaque syphilitique, et tout ce que vous voulez. Hein. Karl Kraus est la victime assez systématique de l'agression antisémite. Il est au moins, dans les années 20, un des premiers à diagnostiquer de très tôt le danger antisémite du national-socialisme. Hein. Le combat de Karl Kraus contre le Troisième Reich ne commence pas avec la troisième nuit de Walpurgis en 1933, ça commence en 1922. Et là aussi, la facle entre 22 et 33, elle est remplie évidemment. Et là, on peut dire, prend peut-être l'antisémitisme pas tout à fait assez au sérieux. Il rigole. Il trouve que c'est idiot. Mais ce n'est pas toujours idiot. Je prends un exemple. La grande sensibilité, et ça touche énormément à la troisième nuit de Walpurgis. Parmi les clichés antisémites, un des plus puissants, violents, c'était le reproche d'une espèce de sexualité déchaînée des Juifs, ou une espèce de phobie sexuelle de l'arien face à une puissance sexuelle juive, imaginaire, fantasmée. Ça, c'est un phénomène que Kraus note systématiquement dans la facle des années 20. Et c'est aussi un phénomène qui fait une partie importante de Troisième nuit de Walpurgis. Or, en 1933-34, personne ne pouvait connaître Troisième nuit de Walpurgis parce qu'il a retenu. Il a remplacé par un écrit dont Jacques dit il aurait mieux fait de ne pas publier ça. Warum die Fackel nicht erscheint? Pourquoi la facle ne paraît pas? Mais, à l'intérieur de cette polémique qui est essentiellement dirigée contre la social-démocratie autrichienne, il y a quand même des extraits de Troisième nuit de Walpurgis, dont l'extrait concernant la persécution des femmes allemandes qui ont des relations sexuelles avec des juifs. C'est une petite partie, je le cite parce que quand Canetti lit Warum die Fackel nicht erscheint, il explose de colère. Il est fou furieux. Il traite Kraus de Hitler, de Goebbels et tout ce qu'on veut. À cause de son jugement politique.
c'est-à-dire la prise de position pour Dollfuss contre la social-démocratie. Et il ajoute, ce qui est quand même tout à fait étonnant, il s'occupe de choses secondaires, c'est-à-dire la vie sexuelle des Ariens et des Juifs. Donc Canet, il n'a aucun sens, curieusement, pour ce problème-là. Moi, je pense que ce problème-là est quand même essentiel. Krauss a parfaitement senti ce qui allait en sortir, c'est-à-dire les lois raciales de Nuremberg, etc. Et ça fait partie, effectivement, de cet espace juridique dont j'ai parlé tout à l'heure, la Sexualjustiz, la justice sexuelle des années avant la guerre, donc de la décade 1900-1910 surtout, a provoqué aussi de polémiques absolument meurtrières contre Kerr et contre Harden. Et le contenu est toujours le problème sexuel et l'utilisation de la sexualité comme moyen de polémique politique, comme attaque contre un ennemi, etc. Et pour Krauss, c'est évident que le domaine de la sexualité doit être protégé absolument. Ça, c'est un tabou. Que ce tabou joue un rôle important au moment de la troisième nuit de Walpurgis, je pense qu'il est augmenté par le fait que lui-même vit donc avec une aristocrate arienne. Il se sent directement visé, menacé par ce qui est en train de se faire et de se pratiquer. Donc, mais ce n'est pas une réponse à votre question. Non, mais c'est pas mal, je vous laisse. C'est un peu comme une séance de psychanalyse, en fait, chacun, il y a une question au départ, et puis chacun part où il veut, quand il veut. Mais moi, j'ai une question, de nouveau, parce que bon, on a un petit peu abordé quand même le thème de la judéité. Le temps passe, on est obligé d'avancer un petit peu, et notamment la période de la guerre, de la Première Guerre mondiale. J'ai un petit peu lu Krauss, mais évidemment pas du tout comme vous. J'ai lu la biographie, et j'ai l'impression que espèce d'escrimeur permanent qu'est Krauss dans sa jeunesse, cette espèce de satiriste un petit peu adolescent, mais brillantissime. Au moment de la Première Guerre mondiale, Karl Krauss devient un homme. Il y a une espèce de tournant, une espèce de maturité qui se fait chez lui, et personnellement, moi, je ne trouve jamais aussi pertinent et visionnaire qu'au moment de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe chez Krauss à partir de 1914 ? Quel est le déclic, en gros, qui amènera Krauss à composer les derniers jours de l'humanité? Oui, je crois que vous avez vraiment raison d'insister sur cette rupture, sur ce grand traumatisme que représente pour Karl Krauss le déclenchement de la Première Guerre mondiale et sur la véritable métamorphose que ce choc produit dans son style, dans la nouvelle gravité de son ton, et aussi dans cette prise de conscience des limites de la manière où il avait excellé jusqu'à l'été 14. Cette prise de conscience le conduit à ce fameux silence qu'il observe pendant plusieurs mois. Il interrompt la publication de sa revue, il interrompt ses lectures publiques, et c'est un silence anxieux, c'est un silence de retour sur lui-même et de réflexion sur la recherche de nouveaux moyens. Et ces nouveaux moyens, il les élabore petit à petit, et aujourd'hui, on ne s'en rend pas complètement compte, mais j'insiste là-dessus, c'est une véritable rupture, c'est un nouveau Krauss qui commence avec les derniers jours de l'humanité d'abord,
il ne s'est jamais essayé au genre dramatique avant cette date. Ensuite, il change complètement de ton et de manière, au point que le mot de satire devient un tout petit peu insuffisant pour caractériser la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale telle que la représente Karl Kraus. Et si vous voulez, il passe du difficile est saturam non scribere de Juvénal au contraire même. Il est difficile de faire la satire d'un monde dont la vilainie dépasse l'imagination la plus démentielle du satiriste lui-même. Et donc, je dirais, sur un autre registre fondamental du génie krausien, qui est sa critique du langage. Il change aussi complètement. Désormais, il ne s'agit plus de critiquer le mésusage de la langue allemande chez tel ou tel journaliste ou chez tel ou tel petit écrivain. Désormais, son attention porte sur les discours sociaux. Désormais, il n'est plus seulement celui qui se moque de la mauvaise écriture et du mauvais langage des autres, mais celui qui souffre avec une langue en souffrance, avec une langue blessée, mutilée, malmenée au cours de cette Première Guerre mondiale. Ça donne à sa critique du langage une toute autre tournure. On pourrait presque dire qu'il passe d'une critique du langage à une clinique du langage malade, et que les derniers jours de l'humanité sont le tableau clinique d'une langue à l'agonie, d'une humanité dont il voit venir les derniers jours, mais aussi d'une langue allemande à l'agonie. On aura de nouveau ce silence autocritique de recherche de nouveaux moyens d'expression en 1933, et cela expliquera ce pesant silence que les admirateurs de Karl Kraus ont eu tant de mal à comprendre. La conscience que face à l'aggravation, au changement de nature, de la rupture de civilisation qui se déroule sous ses yeux, il ne peut pas continuer avec les mêmes moyens, qu'il lui faut passer à un nouveau registre, à un nouveau genre. Et je crois que en s'interrogeant sur ces ruptures, sur ces métamorphoses de Karl Kraus, on met le doigt sur quelque chose d'essentiel, et je vous rejoins entièrement sur le fait que, je vais le dire très franchement, si Karl Kraus s'était arrêté à l'été 14, aujourd'hui, il ne compterait pas autant que cela dans la littérature européenne du XXe siècle. C'est vraiment avec les derniers jours de l'humanité que Karl Kraus devient un écrivain au plein sens du terme, et devient peut-être le plus génial, le plus convaincant des dénonciateurs de la Première Guerre mondiale. Je crois qu'il y a très peu de textes qui sont allés aussi loin dans la dénonciation de ce que Karl Kraus considère comme un crime d'État contre l'humanité. Il anticipe
la notion de crime contre l'humanité qui naît dans notre histoire, comme chacun sait, avec les tribunaux de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, il anticipe, sans le dire, le mot n'apparaît pas chez lui, mais on sent que pour lui, la première grande rupture de civilisation, c'est cette Première Guerre mondiale, et qu'il considère que ces élites européennes, autrichiennes, allemandes, mais européennes au sens large, qui ont entraîné l'humanité dans la tuerie que Karl Kraus considère comme une absurde boucherie dépourvue de tout sens et de toute finalité raisonnable. Il y voit vraiment le premier crime contre l'humanité commis par un pouvoir d'État. Et c'est cette force extraordinaire de la dénonciation krausienne qui donne à cet auteur une profondeur, un sérieux, un flamboiement qu'il n'avait pas avant et qu'il trouve avec cette œuvre. Monsieur Stig, vous devez répondre à la question. Je suis tout à fait d'accord avec le jugement. Je dirais que c'est effectivement, on a l'impression qu'avec, d'ailleurs Canetti a écrit un essai de Neue Karl Kraus, le nouveau Karl Kraus de 1914, des derniers jours de l'humanité. Il y a là clairement quelque chose qui se passe et il est étonnant de constater que 2 fois dans sa vie, ce bavard inarrêtable garde le silence. En 1914 et en 1933. Donc le silence, ça signifie, pour moi, ça signifie qu'effectivement, il était un des rares à comprendre en profondeur ce qui était en train de se passer. Donc le suicide de la culture européenne. Le triomphe du nationalisme, et évidemment ça mûrit, et je dirais qu'il a le satiriste des débuts a trouvé enfin son sujet, le grand sujet, et devant le grand sujet, effectivement, on n'est plus satiriste ou polémiste. Il se passe pratiquement déjà en 1914 ce qui se passe en 1933, et qui est résumé dans la fameuse phrase toujours citée, mal compris, « Mir fällt zu Hitler nichts ein ». Je n'ai aucune idée sur Hitler. Ce qui veut dire « Mir fällt zu Hitler nichts ein », les autres peuvent avoir des idées, etc. Il n'y a plus d'idées ici, la réalité s'impose. Et tu as raison de dire, effectivement, c'est le contraire de difficile est satiram non scribere, c'est effectivement la réalité écrit elle-même ce qui est inimaginable et qui dépasse l'entendement, ce qui est le cas de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, je te dis que Kraus est parmi les gens qui ont réclamé un tribunal à la fin de la guerre pour des crimes de guerre contre des gens comme Ludendorff et Hindenburg. Donc, et ça se répète effectivement en 1933. Il faut bien dire que Troisième nuit de Walpurgis, c'est le pendant non publié, ça vient être publié seulement après la guerre, mais ça reste quand même, je pense qu'on est d'accord là-dessus, aussi l'analyse la plus extraordinaire du Troisième Reich à ses débuts, pas après. Donc il y a quand même une dimension d'une sensibilité, un sensorium absolument extraordinaire qui vient certainement de son tempérament satirique aussi, analytique, profondément analytique. Je pense effectivement les derniers jours de l'humanité. Il y a un très 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 bel article de Luca Ronconi
qui a fait la mise en scène la plus extraordinaire jusqu'ici. Dans le cahier de Europe sur Karl Kraus, on dit effectivement ça, c'est l'œuvre, c'est la grande œuvre du XXe siècle sur notre catastrophe culturelle, la catastrophe culturelle de l'Europe. J'ajoute ici, Kraus est un des rares intellectuels de langue allemande qui a résisté absolument et totalement à toute tentative nationaliste. Tous les autres, y compris les bons Européens comme Stefan Zweig, ont eu leur période de Sündenfall nationaliste. Là aussi, donc c'est un phénomène à souligner. Il n'est pas totalement seul, mais même Freud était un tout petit peu, donc pas totalement immunisé non plus. Et n'en parlons pas de quelqu'un comme Musil, qui après a essayé pendant toute sa vie à essayer à faire pénitence de l'année 1914, qui est effectivement une éruption de phénomènes qui inconnus avant. Et la réponse de Kraus me semble être la meilleure, et je suis d'accord, évidemment, vous avez dans cette œuvre un pan-acousticum de toutes les langues, de tous les dialectes qu'on puisse imaginer. De tout. Alors après-guerre, Kraus fait partie des rares artistes, des rares écrivains à se féliciter de la disparition de l'Empire et devient une espèce de patriote de cette nouvelle République d'Autriche inédite. On ne va pas revenir sur le déroulé des années 20. Au départ, il est une espèce de compagnon de route du Parti social-démocrate. Et puis après, évidemment, il se fâche puisqu'il se fâche avec tout le monde à chaque fois. Moi, ce qui m'intéressait dans cette période-là, mais plus globalement, en quoi Kraus est le représentant de la culture autrichienne et particulièrement de la culture viennoise par rapport à la culture allemande et par rapport à la culture berlinoise notamment. Qu'est-ce qui fait que Kraus est un Viennois, un patriote autrichien, en tout cas au début de la République? Qu'est-ce que qu'aurait pu être un Kraus allemand ou berlinois? En fait, on parlait tout à l'heure de modernité viennoise. Ces modernes viennois oscillent avant l'été 14 entre Vienne et Berlin, et même Karl Kraus, au fond, à l'époque, n'a pas cette austriacité militante qu'il développe ensuite dans les années 20 et 30. On le voit à Berlin, à certains moments même, il essaye d'implanter un bureau de Die Fackel à Munich, à Berlin, avec l'aide de Herwart Walden ou avec l'aide des éditeurs de Simplicissimus à Munich. Il y a une certaine porosité tout de même entre l'espace culturel autrichien et l'espace culturel allemand. Le grand changement, mais pour tous, pour Hofmannsthal aussi, les fameux écrits patriotiques autrichiens de Hofmannsthal, c'est tous des écrits de Première Guerre mondiale. Le grand tournant, c'est la Première Guerre mondiale. C'est la prise de conscience que le destin autrichien est différent du destin allemand et que l'Autriche court à sa perte à chaque fois qu'elle se lie à l'Allemagne, et non seulement parce que les intérêts, je dirais, géopolitiques et militaires de l'Allemagne ne sont pas les mêmes que ceux de l'Autriche-Hongrie, mais aussi parce que le pangermanisme est en soi-même une négation
de la spécificité autrichienne et contient dès la fin du XIXe siècle l'idée d'Anschluss et de Heim ins Reich de tous les Autrichiens de langue et de culture allemande. Donc cette prise de conscience est aiguë. Cette impression, qui n'est pas seulement une impression, mais qui est confirmée par les faits historiques, que toutes les tentatives de paix séparées ont été torpillées par Berlin et à Vienne par le parti, je dirais, farouchement fidèle à l'alliance austro-allemande. Et à partir de là, on peut dire que Karl Kraus est vacciné contre la tentation allemande. À partir de là, il sera définitivement et infailliblement autrichien à chaque fois qu'il flairera une nouvelle poussée de pangermanisme consistant à mettre la main sur l'Autriche et à la considérer comme une sorte d'annexe, de prolongement de la Bavière. Et de ce point de vue-là, il faut dire que Karl Kraus est, si l'on admet que, historiquement, cette défense de la singularité, de la spécificité autrichienne a joué un rôle très important et très positif, même s'il a été très faible et très minoritaire, il faut reconnaître que Karl Kraus a eu une position d'une rectitude et d'une clarté tout à fait admirable, et il est certain que c'est cette fermeté qui, cette condamnation extrêmement ferme et définitive du nationalisme et du pangermanisme, qui est son corollaire, c'est ça qui a rendu Karl Kraus tellement sympathique aux Français et aux Parisiens, et qui fait que, alors que dans la période avant 14, il a du mal à Paris, parce que après les positions un petit peu agressives qu'il a prises pendant l'affaire Dreyfus, il a du mal à revenir sur le terrain parisien. Et lui-même, d'ailleurs, avant 14, dit beaucoup de mal de Paris. Mais à partir des années 20, il devient un des écrivains les plus appréciés à Paris. Un comité pour le prix Nobel se forme, bien sûr pas à l'initiative des Parisiens, puisque l'initiative vient de Vienne, mais les amis de Karl Kraus obtiennent de ses admirateurs français que se forme un comité de présentation de Karl Kraus pour le prix Nobel. C'est quand même pas mal, hein. Et ce revirement, si j'ose dire, dans le jugement des Français sur Karl Kraus est dû à la très forte impression qu'a produit Les Derniers Jours de l'Humanité, mais dû aussi aux positions extrêmement fermes de Karl Kraus sur la défense de l'Autriche contre le pangermanisme et contre toutes les velléités d'Anschluss. Il faut quand même se rappeler que, à l'époque, la France est la puissance par excellence du Anschlussverbot, de l'observation scrupuleuse du traité de Saint-Germain-en-Laye, et que les intellectuels français
découvrent l'Autriche avec un intérêt tout particulier et sont ravis, évidemment, de trouver en Karl Kraus, pas seulement lui, par exemple aussi en Hofmannsthal, des défenseurs aussi brillants de l'identité culturelle spécifique de l'Autriche. Monsieur Stig. Du prix Nobel, donc celui qui a eu l'idée en France, c'était Charles Schweitzer, donc le grand-père de Sartre, et Charles Handler, professeur au Collège de France, d'ailleurs proche de Péguy. Hein. Et effectivement, il y a eu là une erreur. Il croyait que l'Autriche était pour sa souveraineté. Je pense que les Français n'avaient pas compris que la majorité de la population en Autriche n'était pas du tout pour la souveraineté du pays, mais pour l'Anschluss à l'Allemagne. Donc, Kraus, je dirais, tu as raison, la grande césure, c'est la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, les derniers jours de l'humanité montrent ça, point par point, l'opposition entre l'Allemagne et l'Autriche, entre François-Joseph, qui est une caricature par rapport à Guillaume II, etc. Mais ça commence quand même un tout petit peu avant, notamment avec les deux pamphlets littéraires, hein, Heine und die Folgen, Heine et les conséquences, et c'est 1910, suivi de Nestroy und die Nachwelt, 1912, et avec Nestroy, il joue donc la carte autrichienne contre la carte allemande. C'est clair. C'est clair. Oui, je dirais aussi les guerres balkaniques ont joué un rôle important. Oui, et en plus, évidemment, donc à Berlin, finalement, il rompt avec Berlin, il retourne à Vienne. Donc c'est le premier tournant autrichien, et donc déjà avant la guerre va très très loin. À la fin, il est effectivement un des rares défenseurs absolus de la République. Il a écrit, ce qui est assez étonnant, une contrefaçon du texte de l'hymne impérial pour la République, hein, die republikanische Hymne. Gott erhalte, Gott beschütze vor dem Kaiser dieses Land. Hein, que Dieu nous protège de l'empereur. Hein, ça se commence comme ça. Et qu'il y a du patriotisme. Ce qui est étonnant, il n'y a pas de critique plus sévère, plus radicale de l'Autriche, du visage autrichien dans les derniers jours de l'humanité, que Kraus. Mais cette position contre l'Anschluss, position anti-pangermaniste, etc., elle est systématique pendant toute la première période de la République. Et la rupture, effectivement, avec la social-démocratie s'explique essentiellement par ce phénomène aussi. La social-démocratie autrichienne, elle était pangermaniste. Otto Bauer cherchait l'Anschluss. Et ça explique, il y a le fameux Hymn und Trüben de 1932, qui est une déclaration de guerre à la social-démocratie à cause de cette position pan-germaniste, qui d'ailleurs a perduré après, et qui explique dans une large mesure les errements, si on veut, de Warum die Fackel nicht erscheint. C'est-à-dire, à la fin, Kraus prend la défense de Dollfuss, donc du régime qu'on appelle généralement clérico-fasciste ou austrofasciste, etc. Non pas parce qu'il défend les idées du clérico-fascisme, il s'en distingue systématiquement, très clairement et très nettement, mais parce que il croit, bon, c'est probablement une erreur, il croit que cette Autriche-là résistera au Troisième Reich. Ce qui explique, à mon avis, le plus cette position étonnante qui lui a valu évidemment une hostilité extrême de la gauche, c'est logique, mais encore après 1945, évidemment, de la social-démocratie du chancelier Kreisky, qui par ailleurs est un admirateur total de Kraus. C'était cette prise de position pour Dollfuss, mais ce qui explique énormément de choses. Dollfuss, pour Karl Kraus, ce n'était pas l'idéologie de Dollfuss.
C'était la résistance à Hitler et c'était le martyr. C'est-à-dire, il faut jamais oublier que Dollfuss était quand même un homme politique qui avait été assassiné par les nazis en Autriche. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ce qui explique aussi... Cela dit, Warum die Fackel nicht erscheint paraît avant. Paraît juste avant. Juste avant. C'est ce qui lui donne d'ailleurs un caractère presque pathétique, puisque c'est une déclaration de fidélité à Dollfuss qui est publiée la semaine qui précède l'assassinat de Dollfuss. C'est incroyable. Et d'ailleurs, ce putsch et cette mort violente de Dollfuss ont été un coup très dur pour Karl Kraus. Il en a été bouleversé, vraiment. Ça l'a très, très profondément affecté. Mais là, donc, à cause de ça, il a perdu ses amis proches, même Benjamin se détourne de lui. La réaction de Canetti, la réaction de Precht, et maintenant parlons d'autres réactions. Et ça amène à un isolement à la fin de sa vie. Et la dernière discussion avec Berthold Viertel, qui est venu à Vienne pour discuter avec Karl Kraus de son péché mortel, en quelque sorte. Il dit, il n'y a rien à faire, Karl Kraus est devenu Österreicher, nichts als Österreicher. Donc, une identité, à mon avis, qui est née d'une peur fondamentale. Une peur fondamentale, ce qui explique aussi, je pense qu'on peut quand même comprendre que Kraus n'accepte pas la comparaison du régime de Dollfuss avec le Troisième Reich. Il trouve que c'est idiot, c'est irresponsable de faire ça, et je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Entre 1934 et 1938 en Autriche, écrivent Freud et Musil et Canetti, il y a Votruba, il y a une vie culturelle qui est... Et il y a sans arrêt des lectures de Heinrich Mann, de Thomas Mann, et Brecht va d'abord en exil en Autriche. C'est-à-dire, l'austrofascisme, comparer l'austrofascisme au Troisième Reich était effectivement quelque chose d'insensé, parfaitement compréhensible. J'ai connu des gens qui étaient victimes de la guerre civile de 1934. Pour eux, évidemment, l'attitude de Kraus était inacceptable. Et je terminerai là avec la lettre de Georges Canetti, alors, le frère, le professeur à l'Institut Pasteur, a rédigé une lettre en français à Karl Kraus pour lui dire la grande déception. Et ce qui est étonnant dans cette lettre, il dit « Votre intelligence reste infaillible, parfaite. Mais face aux victimes de la bestialité, donc guerre civile, face aux victimes, les enfants, il y a une autre intelligence et vous êtes en faillite morale par rapport à 1927, c'est-à-dire il faut de la pitié et de l'indignation. » Très bien. Une dernière question, il nous reste... on n'aura malheureusement pas le temps de prendre des questions du public parce qu'il est 21h23. Une dernière question. On a évoqué la réaction de Kraus à l'arrivée d'Hitler au pouvoir en janvier 1933, avec la troisième nuit de Walpurgis, qui sera publiée plus tard, les numéros du Fackel qui suivent l'arrivée au pouvoir, les dernières années. Moi, j'ai une question par rapport à aujourd'hui. Quels sont les héritiers? Est-ce que Kraus a eu des héritiers? Lorsqu'il parle de l'Autriche, moi j'ai pensé spontanément à Thomas Bernhardt, mais c'est peut-être ma propre association, c'est-à-dire cette espèce de rapport tellement haineux au visage de l'Autriche. Est-ce que Kraus a une modernité en 2019? En fait, le grand retour de Karl Kraus commence avec la génération 68 et c'est extrêmement curieux, ça ressemble un peu au tournant de la réception de Nietzsche qui devient brusquement une réception de gauche après avoir été longtemps une réception plutôt de droite.
Et bien là, de même, Karl Kraus devient, avec sous l'influence d'Adorno, sous l'influence de Brecht, qui sont et de Benjamin, ça va de soi, qui sont les guides de cette génération qui fixe un peu son canon et son panthéon. Du coup, Kraus est presque sacralisé du fait qu'il est approuvé par Benjamin, Adorno, Brecht. Et c'est là que Karl Kraus revient en force, c'est là que les reprints se multiplient, que 2001, quelques années plus tard, publie ce reprint de Die Fackel intégrale à bas coût, et que Karl Kraus connaît une popularité tout à fait imprévue et surprenante, mais qui repose quand même beaucoup sur un corpus limité de citations bateau et pas sur une lecture très précise. Il faut dire que la lecture de Karl Kraus n'est pas n'est pas la chose la plus facile et la plus aisée. Et puis, vous avez, je crois, tout à fait raison de faire un rapprochement entre Karl Kraus et Thomas Bernhard. J'ai travaillé sur cette petite question pour le cahier de Lerne Thomas Bernhard qui se prépare actuellement. Et j'ai constaté, par exemple, qu'en 1969, Thomas Bernhard a une idée qu'on n'aurait pas soupçonnée chez lui. Il propose à Siegfried Unseld, le patron de Suhrkamp, d'ouvrir une bibliothèque autrichienne en disant oui, je voudrais faire un peu ce que Hofmannsthal avait commencé pendant la Première Guerre mondiale et je voudrais le continuer. Et parmi les titres qu'il propose pour cette bibliothèque autrichienne, il y avait Karl Kraus. Mais curieusement, il choisit, lui, les poèmes de Karl Kraus qui sont, à l'heure actuelle, il faut bien le dire, la partie la moins vivante de l'œuvre de Karl Kraus, même si Werner Kraft avait une vénération toute particulière pour les poésies de Karl Kraus, c'est aujourd'hui la partie de l'œuvre de Karl Kraus qui donne le plus de mal aux lecteurs contemporains. Donc, c'est vrai que cette imprécation de l'Autriche, qui est en fait un amour-haine de l'Autriche, ou l'amour de l'Autriche est aussi ardent que la haine de l'Autriche, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Je dirais aussi que cette fixation sur des figures de haine chez Karl Kraus, ça abonde, hein, Bekeschi, le Schuft, Schobor, le monstre sanglant, etc., etc. On retrouve aussi chez dans la parole prophétique de Thomas Bernhard ces anathèmes toujours jetés contre des personnes qui sont pires que Satan lui-même et qui portent tous les péchés du monde. Je crois qu'il faudrait creuser cette question qui me paraît très pertinente des physionomies apparentées de Karl Kraus et de Thomas Bernhard. Parce que tu parles du cahier de Lerne, alors moi je suis en train d'écrire l'article Canetti et Thomas Bernhard. Et parmi les matériaux que j'ai trouvés donc à Zurich, dans les archives, il y a une histoire de haine, d'amour-haine absolument stupéfiant entre ces deux, entre Canetti et Bernhard. Dans un premier temps, donc Bernhard considère Canetti comme son père, et Canetti considère Thomas Bernhard comme son fils, littéralement. Mein Sohn aus Becket und mir.
Et à la fin, donc, il y a une rupture radicale. Et parmi les remarques de Canetti sur Thomas Bernhard, après la rupture, on a Österreich ist von Karl Kraus auf Thomas Bernhard heruntergekommen. Donc, mais il y a, j'ajoute... Est-ce que vous traduisez pour les non-germaniques? Donc l'Autriche est descendue de Karl Kraus jusqu'au niveau de Thomas Bernhard. Mais il ajoute en même temps, il faut que je lutte contre le Thomas Bernhard en moi parce que j'ai la même tendance en moi, comme il a eu toute sa vie. Déjà, peut le prouver, on en a parlé souvent, la tentation Karl Kraus. Ich möchte nicht wie Karl Kraus werden. Ich möchte nicht wie Karl Kraus sterben. Ich möchte nicht wie Thomas Bernhard werden. Ich möchte nicht wie Thomas Bernhard sterben. C'est-à-dire dans la négativité, dans cette négativité, que je pense que qui est quand même un moteur énorme du satiriste. Il y a une puissance, je dirais vraiment puissance meurtrière. Et quand je parlais du tribunal, les tribunaux des lectures publiques de Karl Kraus, c'était des öffentliche Hinrichtungen, des exécutions publiques. Et Canetti dit à juste titre, il a réussi à provoquer une masse haineuse d'intellectuels. Donc c'est très sévère et qui a le pouvoir extraordinaire de rendre son public esclave. Donc, Canetti regrette énormément donc, la partie de l'esclavage qu'il a subi. Votre question était succession ou non. J'en vois pas. On peut pas. C'est pas imitable. C'est-à-dire, pour être Karl Kraus, il faudrait recréer ce champ spécifique, contre-champ, ce qui aujourd'hui est tout simplement techniquement impossible, à mon avis. C'est techniquement impossible. Il y a eu, après-guerre, quand même des tentatives d'imitation, notamment de Thorberg, dans la revue Das Forum, surtout la critique du langage. C'était longtemps, on a surtout vu cet aspect-là, qui était politiquement neutre. Kraus n'était pas politiquement neutre. Il faut signaler, tu parles de 68, la première édition, la première série d'éditions de Karl Kraus commence dans les années 50, et c'est pas du tout à gauche, c'est chez un éditeur catholique, Kösel, à Munich, et cette édition est interrompue au moment où on arrive à Sittlichkeit und Kriminalität et die chinesische Mauer, où la question de la sexualité, la question de l'homosexualité, etc., sont au centre. Et là, l'évêque de Munich, le cardinal de Munich, visiblement dit « niet », c'est-à-dire un changement d'éditeur. Ça, c'est pour la première phase, donc du côté curieusement catholique, et ça a un rapport effectivement aussi avec le Prénat d'Innsbruck, qui est devenu une revue catholique, et il y a curieusement une réception spécifiquement catholique en Autriche, dont la tête était un prélat de la curie de Rome, le prélat Österreicher, un prêtre juif, qui a essayé d'utiliser l'œuvre de Karl Kraus pour la réconciliation entre catholiques et juifs. Donc, parmi les choses les plus extraordinaires et les plus absurdes, je voulais citer ça aussi. Merci, messieurs. Je crois que c'était passionnant. Je propose qu'on vous réinvite pour le cahier de Lerne sur Thomas Bernhard, par exemple. Et en attendant, je suis désolé, on n'a pas le temps de prendre des questions. Il est très tard. Merci à tous pour votre attention. À bientôt.